un grand merci pour l'invitation. Bon, 2 casquettes pour un chauve, ce n'est pas un luxe. Et je voudrais en profiter pour remercier justement tous les différents organisateurs de ce séminaire que j'ai connu d'avoir toujours invité avec chaleur un historien des mathématiques amateur, puisque mon activité principale, c'était de faire des mathématiques, et ce l'est toujours un peu. Ah, je prends le micro. C'est pour vous. Plus fort pour l'amphi. Non, ça n'aime pas. Et je dois avouer que, avant de faire un exposé, le premier de 82, qui a été rappelé lors de séjours antérieurs à Paris pour faire de l'analyse non linéaire, je m'échappais régulièrement de Jussieu le jour du séminaire d'histoire des mathématiques pour y assister. Donc je le connais d'avant. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une histoire vue vraiment par le petit bout de la lorgnette. C'est une querelle insignifiante, au sens de l'histoire des mathématiques, une querelle insignifiante dans un pays qui n'existait pas, enfin, qui était un jeune pays indépendant, mais qui n'existait pas du point de vue mathématique à l'époque. Donc nous avons affaire, on a déjà discuté de la position de Varignon dans le panthéon des mathématiques. Ici, nous allons visiter les caves du panthéon, en ce sens que, comme vous allez le voir, sauf si vous êtes des historiens extrêmement pointus, vous n'aurez probablement jamais entendu parler des noms que je vais citer. Alors c'est une querelle, en fait, entre ce que l'on a appelé des infinicols et des infinifuges. Ce n'est pas moi qui ai inventé le vocabulaire, il existait déjà à l'époque, qui n'a pas duré longtemps, une grosse année, et qui en fait a impliqué principalement, non pas des mathématiciens universitaires, il y en avait, mais des professeurs de mathématiques de l'enseignement secondaire. Et la question était de savoir si, dans les éléments de géométrie, qu'on enseignait évidemment partout dans le monde dans l'enseignement secondaire, il fallait ou pas introduire les méthodes infinitésimales, c'est-à-dire les infiniment petits. Alors, où fait-on cela en géométrie? Quand on doit calculer des aires, des volumes ou des choses pareilles, et même aussi parfois dans d'autres questions. Donc cette querelle je vous dis, n'a pas duré très longtemps, mais elle occupe 150 pages dans une revue que vous ne connaissez certainement pas, et à juste titre. Et alors elle a fait l'objet, je crois, d'un seul article dans la bibliographie de l'histoire des mathématiques, un seul article du père Boxtal, peut-être que le nom dit quelque chose aux plus anciens d'entre nous, qui était un mathématicien, un historien des mathématiques de l'université de Louvain, néerlandophone. Vous savez qu'en Belgique, il y a 2 universités de Louvain. C'est un article intéressant, mais où je crois il n'a pas mis le doigt non plus sur certains aspects principaux. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, le sujet, ce n'est pas complètement indépendant de ce qui vient d'être dit, puisque c'est une querelle quand même sur les partisans de l'infini et des infiniment petits et les opposants à cela. Et cette querelle a existé dès l'origine du calcul différentiel. Et il y a eu à un niveau plus élevé, à l'Académie des sciences, une querelle qui a été mentionnée par Jeanne. Et c'était surtout Rolle qui était opposé au nouveau calcul, comme on l'appelait, et les opposants, les supporters de l'analyse infinitésimale étaient principalement L'Hôpital et Varignon. Et Varignon était en particulier impliqué dans cette querelle parce que très souvent, le marquis de l'Hôpital était souffrant ou à la campagne. Alors, il y a eu aussi, dans l'enseignement de l'analyse à l'école polytechnique,
même à l'époque de Cauchy, eh bien, il y avait un combat entre savoir s'il fallait introduire les infinitésimaux ou pas dans le cours en question. Et Cauchy, vous le savez, avait très élégamment tourné le problème en définissant un infiniment petit comme une suite qui tend vers zéro. Par conséquent, il récupérait le vocabulaire tout en utilisant son approche par les limites. Et c'est une approche qui a fait fortune en analyse. Et ça est réapparu quand au XXe siècle, on a enfin légitimisé les infinitésimaux à travers l'analyse non standard. Eh bien, certains d'entre vous savent sûrement qu'il y a eu à cette occasion-là aussi des controverses moins vives peut-être, mais entre les partisans et les opposants de cette approche de l'analyse. Donc voilà le sujet. Le sujet, comme je vous l'ai dit, va être vu ici par le petit bout de la lorgnette, parfois pourquoi pas. Où sommes-nous? Nous sommes en Belgique, que je considère à l'époque comme un pays sinistré du point de vue mathématique. La Belgique a joué un rôle non négligeable dans l'époque pré-calcul infinitésimal. Rappelons-nous Stévin, rappelons-nous Grégoire de Saint-Vincent, rappelons-nous Sluze. Ce sont des gens qui étaient en contact avec les plus grands mathématiciens et physiciens de l'époque. Et puis la Belgique, pour des raisons purement politiques, a traversé un véritable désert scientifique. Et vers 1850, le pays indépendant depuis 20 ans essaye de se refaire, si vous voulez, une place dans les mathématiques. On est donc loin des grands courants. Et il se fait, par exemple, que le calcul différentiel et intégral, la seule trace qu'on en trouve vers 1800 en Belgique, c'est dans les travaux d'un académicien. L'académie avait été fondée par l'impératrice d'Autriche en 1700. Il faut que je parle français. 71. Et donc, à ce moment-là, le seul membre de l'Académie au courant, et peut-être le seul Belge au courant du calcul différentiel, c'était le vicomte de Nieuport. Et donc, dans la Belgique indépendante, on essaye évidemment de réorganiser l'enseignement, de réorganiser la recherche, et en particulier au niveau de l'enseignement secondaire, où pour enseigner la géométrie, ce sont évidemment les éléments de géométrie de Legendre qui sont à la base, mais Legendre utilise, lui, la double réduction par l'absurde liée à une méthode d'exhaustion, et il y a un groupe qu'on appelle l'école nouvelle, qui suggère de remplacer cette méthode par exhaustion, qui suggère de la remplacer par les infiniment petits et les infiniment grands. Alors, comme vous allez voir, elle n'est pas comme à l'Académie des sciences menée par des grands noms, mais par des seconds couteaux dont vous allez découvrir petit à petit les nombres. Alors, ce n'est qu'une étude préliminaire, je crois, et il serait intéressant de savoir si dans d'autres pays, le même courant est apparu à peu près à la même époque ou pas. Personnellement, je n'en sais rien. Je sais qu'en France, parce que c'est mentionné par des belligérants de notre conflit, l'école polytechnique, dans son programme d'admission, avait introduit les infinitésimaux, donc, et puis a fait marche arrière. Et ces va-et-vient de l'école polytechnique étaient considérés à la fois par les infinifuges et les infinicols chaque fois comme des arguments en faveur de leur théorie. Alors, qui sont les infinicols? Donc ceux qui voudraient introduire les infinitésimaux en géométrie. Eh bien, ils sont 4. Voilà. Alors, vous voyez, il y a Jean-Lambert Huezel, nous verrons, c'est un professeur de l'enseignement secondaire. Ce qui est remarquable, c'est que j'ai à la fois sa date de naissance et de mort et ses lieux de naissance et de mort. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Alors, plus connu quand même, c'est Jean-Nicolas Noël. J'ai eu l'occasion d'en parler lors
d'un récent congrès à Luxembourg sur les mathématiciens de la grande région. Eh bien, ce Jean-Nicolas Noël était pour moi emblématique puisqu'il était né dans les Vosges et puis il était devenu professeur à Luxembourg et enfin professeur à l'université de Liège. Donc il avait travaillé dans 3 de ces grandes régions. Il a un neveu, ça je sais que c'est un neveu, Noël, L, et je ne saurais même pas vous dire ce que L veut dire, je n'ai trouvé nulle part l'information, qui a été professeur d'enseignement secondaire à Liège. Et puis alors il y a là-dedans un autre professeur d'université, Manilius, professeur de l'université de Gand, mais il n'était pas du tout professeur d'analyse ou de calcul différentiel ou quoi que ce soit. Il était professeur dans la faculté d'ingénieurs. Il enseignait génie civil. Donc voilà les infinicols. Donc ils sont 4 et on leur oppose 4 infinifuges, le combat régulier. Alors, qui sont également inconnus, je suppose, pour vous. Le plus célèbre, oui, j'ai dit que c'était une querelle belge, mais le plus célèbre d'entre eux, c'est Lamarle, Ernest Lamarle, qui est français, qui est un polytechnicien, on verra, et qui a été pendant toute sa vie aussi professeur à l'université de Gand, professeur de génie civil. Bon. Alors, il y a Alphonse Jean-Nicolas Pâques, qui est un professeur d'enseignement secondaire. On sait où et quand il est né, mais pas où et quand il est mort. Et 2 autres professeurs de l'enseignement secondaire, Annaut et Marchand. Bon. Donc voilà la deuxième équipe, si vous voulez, et c'est eux qui vont mener ce combat. Alors ça, ce sont les protagonistes du combat et le lieu du combat, le champ de bataille. Le champ de bataille est extrêmement délimité. Si vous voulez, le Waterloo de mon exposé se situe dans un journal qui s'appelle le Moniteur de l'enseignement, qui a eu une vie extrêmement brève, qui n'est pas facile à trouver. Donc ça se situe 1852-1853, sauf que, vous savez que Google, à un moment donné, numérisait tout ce qui lui tombait sous la main dans toutes les universités qu'il visitait, et par chance, il a numérisé ce moniteur de l'enseignement. Donc sur Google, vous pouvez trouver les textes originaux dont je vais vous parler. Donc c'est un journal qui a été une durée assez brève, car quand son éditeur en chef est mort, il l'a suivi de peu. Bien, voilà le moniteur de l'enseignement, à quoi ça ressemble, la première page. Et donc la querelle va occuper 150 pages en une grosse année de ce journal, qui ne s'occupe pas de l'enseignement des mathématiques uniquement. C'est un journal qui couvre toutes les questions liées à l'enseignement secondaire en Belgique à l'époque. Alors, d'où cela? Quel est le point de départ de la guerre? Le point de départ de la guerre, c'est un mémoire de Lamarle. Donc c'est une note sur l'emploi de l'infini dans l'enseignement des mathématiques élémentaires. C'est une note de Lamarle qui est publiée dans les mémoires de l'Académie royale de Belgique de 1852 et qui fait 31 pages. Ce n'est pas une note très étendue. À l'époque, Lamarle est membre associé de l'Académie royale de Belgique, associé parce qu'il est français, il n'est pas belge, il faut être belge pour être membre effectif, et comme il est resté français pendant toute sa vie, bien qu'il ait passé une bonne partie de sa vie en Belgique, eh bien, il est membre associé. Alors, c'est une note dans laquelle il va s'opposer fermement à ce projet de l'école nouvelle d'introduire les infinitésimaux et les nombres infiniment grands dans l'enseignement secondaire en géométrie. Alors comment va-t-il faire dans cette note? Eh bien, il va essentiellement prendre un certain nombre de prétentions, de claims, comme on dit en anglais, des infinis cols, et il va essayer de montrer chaque fois que leur définition ou leur propriété ou leur concept conduit à une contradiction. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas un discours réellement, c'est une série de critiques précises. Alors
Voilà M. Lamarle, le portrait qu'on en a gardé à l'Académie. Et bon, j'en dis quand même quelques mots de ce M. Lamarle. Donc, il est né à Calais, il est mort à Douai. Donc, il a été élève entre 25 et 27 à l'école polytechnique. J'ai consulté les bons auteurs, en particulier Christian Gillin, pour essayer de savoir s'il avait eu Cauchy ou Ampère pour le cours d'analyse. Il semble qu'il ait eu Ampère d'après le... voilà. Donc, c'est bon pour sa défense qu'il ait eu Ampère peut-être plutôt que Cauchy. S'il avait eu Cauchy, il serait moins facilement pardonnable. Il a fait après, ce devait être un assez bon étudiant puisqu'il a fait les ponts et chaussées. Et puis alors, il est devenu professeur de génie civil à l'université de Gand et il a été nommé membre associé de l'Académie. Et c'est assez curieux qu'il a un nombre de publications assez élevé, presque rien sur le génie civil, donc presque rien sur son activité professionnelle. C'est principalement sur, justement, les fondements de l'analyse qu'il a publié. Il a publié pas mal, principalement, évidemment, dans des revues belges. À l'époque, c'était normal. Et alors, sa conception du calcul différentiel et intégral, ce n'est pas celle de Cauchy, ce n'est pas la méthode des limites, et ce n'est pas, évidemment, les infinitésimaux, car quand il voyait, je crois, le mot infini, il attrapait une crise d'urticaire. Et donc, mais il a encore une conception géométrico-cinématique à la Newton, vraiment. Il voudrait vraiment expliquer cela, et on le verra. Donc, sa conception personnelle du calcul différentiel, c'est plutôt newtonien, amélioré, bien entendu, malgré tout, par les quelques siècles qui ont suivi. Alors, il a quelques travaux qui sont intéressants. Il a essayé de prouver, comme beaucoup de gens à l'époque, que toute fonction continue avait une dérivée, du moins sauf à des points exceptionnels. Mais à cette occasion-là, il n'y est pas arrivé, c'est tout à son honneur, mais à cette occasion-là, il a anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui les dérivées de Dini, donc les limites sup, les limites inf, etc., du quotient différentiel. Donc il a fait, je ne pense pas que Dini ait connu ses travaux, mais c'est une œuvre qui est mathématiquement honorable, dirons-nous. Il a même eu un conflit dans le journal de Liouville avec Cauchy, parce qu'il critiquait Cauchy sur sa manière de démontrer le théorème de Taylor. Alors Cauchy n'a pas vraiment apprécié. Et il a eu aussi une querelle de priorité avec Foucault sur l'emploi du gyroscope, donc d'une masse tournante, pour mettre en évidence la rotation de la Terre. Il avait déposé ce qu'on appelle un pli cacheté à l'Académie, qu'il a fait ouvrir quand Foucault a fait ses démonstrations. Et il avait anticipé le principe, je crois, de l'alignement de l'axe de rotation de la Terre, mais il n'avait pas fabriqué d'objet en question. Et voilà. Et alors, à la fin de sa vie aussi, il a fait des travaux qui sont encore cités sur le problème de plateau, donc sur les surfaces minimales. Donc c'était un mathématicien raisonnable. C'est certainement le meilleur de ceux que j'ai à vous citer. Alors voilà son successeur, enfin, qui est devenu lui professeur d'analyse à Gand, qui est un peu connu surtout aussi des historiens des mathématiques, Paul Mention. Eh bien, il en donne un jugement disons, meilleur que celui de Bossus sur Varignon, hein, mais enfin, vous voyez, faute d'avoir suffisamment étudié les ouvrages de Cauchy, il pensait qu'il y avait encore lieu de s'occuper vers 1840 de ce que l'on appelait alors la métaphysique du calcul différentiel. Il fut amené à écrire plusieurs mémoires, et voilà, donc c'est une critique mitigée, mais voilà, il lui dit, malgré tout, si on lit ça attentivement, on y trouve de bonnes remarques et de bons conseils pour l'enseignement, dont moi-même, écrit mention, j'ai tiré profit. Puis, donc, c'était un homme raisonnable. Et alors, quelles sont ses critiques
Eh bien, je vous en ai cité quelques-unes. La première chose qui le hérisse, c'est la définition de l'angle qui est utilisée par les infinicols. Alors, c'est une définition qui est presque classique. Plan infini situé entre deux droites issues d'un même point. Ce qui l'embête, c'est infini. Vous voyez, je vous ai dit que ça lui donnait l'urticaire. Bon, vous supprimez infini, il n'aurait probablement rien dit. Mais comme on a écrit infini, alors c'est un des symptômes, si vous voulez, chez Lamarle et chez d'autres à son époque, c'est de tendre à confondre infini comme un ensemble infini, c'est-à-dire qui n'est pas fini, ou le nombre infini. Donc, il y a une confusion dans les deux, mais parler d'infini ne signifie pas que vous admettez l'existence d'un nombre infini, mais chez Lamarle, ça suffit pour vous envoyer en enfer. Donc il critique, et on va voir, c'est assez amusant, où le mène la critique de cette notion-là. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que, on en a parlé d'ailleurs, Jeanne en a parlé dans sa conférence, on puisse considérer une figure curviligne comme étant un polygone à un nombre infini de côtés. Ça, évidemment, c'est insupportable pour Lamarle. Il y a aussi un résultat que les infinicols belges utilisent souvent, c'est que les nombres incommensurables ont une commune mesure, hein, c'est presque une histoire belge, mais infinitésimale, justement. Bon, okay. Et puis alors aussi que dire que la somme d'une série infinie de raisons inférieures à 1 est égale à 1 au premier terme divisé par 1 moins la raison est évidemment insupportable pour lui. Que l'équation ax égale grand A est une racine infinie quand petit a égale 0, on peut voir ça. Et donc il réfute les prétentions des infinis cols que l'infiniment petit existe en tant que quantité fixe, infiniment petit, une quantité, en disant une quantité ne peut décroître tant que l'on veut, sans jamais cesser d'être une quantité finie. Alors, ce qu'il n'aime pas aussi, c'est que régulièrement, les infinis cols vont se référer à Poisson, par exemple, qui admettait l'existence des infiniment petits et à d'autres. Les arguments d'autorité, il n'en veut pas. Et alors, ce qu'il dit, c'est que l'emploi de l'infini est un véritable non-sens, puisqu'il peut conduire à l'erreur tout autant qu'à la vérité. Voilà. Ça, c'est la thèse de Lamarle dans cela. Et on va voir, un exemple simple, comment il prétend arriver à une contradiction en partant de la définition de l'angle que je viens de vous donner. Donc on part d'un angle, l'angle CAL qui est là, et on considère un deuxième angle, et c'est plus simple de le remettre à côté commun à L. Les droites sont supposées indéfiniment prolongées, voilà. Et donc Lamarle va raisonner comme un infinicol, évidemment. Il va faire comme s'il admettait l'existence d'un nombre infini. Et donc, il divise simplement le côté commun en un nombre infini de parties égales, hein, longueur 1 par exemple, et puis il trace des parallèles au côté extérieur, comme sur le dessin là-bas. Okay. Donc, l'angle, qui est la portion infini du plan qui est contenu entre les deux droites, chaque fois pour chaque angle, eh bien, il appelle cet angle grand X et grand Y. Et alors, appelant A l'épaisseur de... oui, donc les bandes, toutes ces bandes-là, il les appelle A, et toutes ces bandes-là, il les appelle B, et leur épaisseur, c'est-à-dire... ici mesuré suivant la perpendiculaire, leur épaisseur, ils les appellent régulièrement C et D par des propriétés de similitude élémentaires. Eh bien, le rapport, si vous voulez, de l'angle grand X à l'angle grand Y est égal au rapport de petit a à petit b, qui est égal lui-même au rapport de petit c à petit d. Mais le rapport de petit c à petit d, par la géométrie du triangle, c'est la même chose que le rapport du sinus de l'angle au sinus de x au sinus de y, et par conséquent, x sur y est égal à sinus x sur sinus y, ce qui est une contradiction. Bon. Je discuterai, pour le moment je ne dis rien, je discuterai plus tard sur la valeur de cela. Donc il prétend
qu'il arrive à une contradiction que x sur y ne peut pas être égal à sinus x sur sinus y. Choisissez votre x et votre y préféré et vous verrez réellement. Donc ça, c'est son argument. Bon, alors tout de suite, un infinicole lui répond, dans le journal, cette fois-ci du Moniteur. Donc c'est un infinicole, c'est Wiesel. Tout ce que je sais de lui, vous voyez, c'est qu'il a été professeur à des collèges à Louvain et à Anvers. Athénée en Belgique, c'est l'équivalent de lycée en France. Alors il a écrit un cours de mathématiques, avec en particulier un livre sur la géométrie élémentaire, plus un mémoire que je n'ai pas pu me procurer. Bon. Alors, il répond à l'argument de Lamarle, en disant soit n le nombre infini de bandes, puisqu'il y a un nombre infini de bandes. Hein. Par conséquent, évidemment, la x, qui est la portion, c'est égal à a fois le nombre de bandes, puisque a, c'était l'espèce de parallélogramme infini hein, pour l'angle x, et b, c'était le parallélogramme infini pour l'angle y. Donc, on a cela. Par conséquent, x sur y égale a fois n divisé par b fois n, mais, dit Wiesel, l'erreur de Lamarle, puisqu'il faut bien que Lamarle ait fait une erreur, c'est d'avoir simplifié par n alors que n est infini. Donc on ne peut pas toujours simplifier par un nombre, quand on a l'infini au-dessus et l'infini en dessous, on sait, si on a fait un peu de limite, que la limite pourrait être n'importe quoi. Donc ici, il ne pouvait pas simplifier, par conséquent, son argument n'a pas de valeur. Et donc la démonstration que la définition infinitésimale de l'angle est fausse se fera encore longtemps attendre. Elle ne se fait pas longtemps attendre, puisque Lamarle, évidemment, répond à Wiesel, et ça se fait en général sur une période de 10 jours. Question-réponse, parce que le journal paraît tous les 10 jours. Donc, oui, c'est déjà une arme automatique. Hein, ça. Bon. Alors, Lamarle fait remarquer qu'il n'y a pas de problème. Le n infini, c'est le même au-dessus et le même en dessous, et que par conséquent, comme disent toujours les infinicoles, si on prend un nombre, une expression dépendant de n et que n tend vers l'infini, et que pour toutes les valeurs de n, ça a la même valeur constante, pour n infini, c'est encore la même valeur constante. Donc il dit mon argument est tout à fait correct. En lui rappelant ce principe universellement accepté par les infinicoles. Voilà. Bon. Donc il répond. Alors, intervient un deuxième infinicole, c'est Noël. Alors, Noël, ici, j'ai la grande chance. On dit, est-ce qu'il y a des résultats nouveaux en histoire des mathématiques ? Ce portrait est un résultat nouveau en histoire des mathématiques, parce que jusqu'à présent, personne ne connaissait, même dans ceux qui connaissaient Noël, un portrait de Noël. Et pourquoi ai-je la grande chance de pouvoir vous montrer un portrait de Noël? Parce qu'il se fait que ce Noël est l'arrière, je ne sais pas combien d'arrière, mais ça pourrait se calculer, grand-père d'un de mes collègues et ami à l'université de Louvain, Patrick Abetz. La fille de Noël a épousé un docteur en médecine, Abetz, et là, en lignée directe, mon collègue, et mon collègue avait ce portrait affiché dans son bureau. Il m'a gentiment fait une photo. Donc c'est l'unique photo de ce Jean-Nicolas Noël. Donc, vous voyez, c'est un résultat qui bouleverse l'histoire des mathématiques. Bien. Alors, en quelques mots, notre Noël, donc il a une carrière assez intéressante, je crois. Il est né dans les Vosges en 1783, dans une famille ruinée par la Révolution, de fermiers. C'est un autodidacte, et il est doué aussi pour le dessin et la peinture, et il fait des peintures pour l'église de son village. On lui donne un peu d'argent pour cela, et il l'utilise pour aller étudier à l'école centrale de Nancy pendant 1 an, où il se fait là remarquer, et quand il rentre dans son village, il devient instituteur et géomètre arpenteur d'abord, et il continue à étudier les mathématiques, la physique et d'autres choses, et il devient répétiteur
au lycée de Nancy, en continuant d'ailleurs ses études là-bas, en même temps qu'il était répétiteur. Et il est nommé professeur au collège de Salzbourg, c'est quelque part en Lorraine aussi. Et en 1811, il obtient son premier diplôme, et son dernier diplôme d'ailleurs, il est bachelier en sciences. Alors grâce à ça, il reste encore à Salzbourg jusqu'en 19, et là il devient professeur à l'Athénée de Luxembourg, et c'est en tant que professeur à l'Athénée de Luxembourg qu'il va éveiller des vocations chez un certain nombre de mathématiciens, de futurs mathématiciens et physiciens, qui deviendront, eux, professeurs d'université en Belgique. Car quand la Belgique indépendante va devoir ouvrir des universités, eh bien, il faudra faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Je vous l'ai dit, la Belgique était un désert scientifique et étrangère. Il suffit d'être à Luxembourg pour être de la main-d'œuvre étrangère à l'époque. Donc, il va devenir professeur pendant une petite vingtaine d'années à l'université de Liège. Il n'enseigne pas l'analyse, il enseigne surtout l'algèbre élémentaire, la géométrie analytique et la méthodologie mathématique. C'est lui qui s'occupe de la formation des futurs maîtres. Alors, ces publications sont très nombreuses, presque toutes, des manuels, tant que vous voulez, des manuels d'enseignement secondaire, qui ont vu de nombreuses éditions, et des mémoires de pédagogie, et en particulier, ça va être le chef de file des infinicols en Belgique. Donc ça, c'est... Alors, il a, lui, un autre argument contre Lamarck. C'est publié, les deux publications sont à peu près simultanées avec celle de Wesel. Il fait remarquer ici que, oui, non, en raisonnant sur les bandes, donc sur les parallélogrammes infinis, Lamarck, il divise, lui, le parallélogramme, chaque parallélogramme, vous voyez, en un rectangle infini et un petit triangle rectangle, là, dans chacun des deux angles. Et donc, il refait le calcul avec cela, ce qui fait qu'il arrive à montrer que, en fait, C sur D, l'aire du petit, parce que vous voyez, il travaille toujours en termes d'aire, l'aire des petits triangles, eh bien, ne sont pas entre elles comme les épaisseurs des bandes, elles sont différentes, et par conséquent, l'argument de Lamarck conduit à ce que, finalement, en faisant convenablement au sens de Noël, le x sur y, l'angle, ne soit pas égal au quotient des sinus. Donc l'argument ne marche pas, et la notion infinie de l'angle, bien loin de conduire au théorème que deux angles quelconques sont entre eux comme leur sinus, sert au contraire à démontrer son absurdité. Bref. Évidemment, Lamarck répond. Lamarck répond en reprenant exactement le calcul et les notations de Noël, et il fait remarquer que, étant donné que R et T, c'est les aires des petits triangles rectangles, sont des quantités finies, tandis que A' et B', qui sont les aires des rectangles infinis suivants, sont infinis, ce sont des infinis qui n'ont pas le même ordre, et que par conséquent, en réalité, ce que Noël disait être différent, eh bien, ne diffère que par un infiniment petit. Et alors, en vertu des principes de l'analyse infinitésimale, ils sont égaux. Donc, vous voyez, c'est M. Noël qui le démontre lui-même en voulant établir le contraire. Voilà. Donc, voilà une querelle qui implique déjà plusieurs personnes. Et quel est son objet, en fin de compte, cette querelle, si on regarde bien? Bon, eh bien, c'est l'énoncé de Lamarck est profondément ambigu. Parce que l'énoncé de Lamarck qui consiste à dire x sur y égale sinus x sur sinus grand y, grand X et grand Y, ce sont les angles chez Lamarck. Mais dans le premier membre, comment mesure-t-il ces angles? Le rapport X sur Y est mesuré comme rapport des aires des deux becs infinis. C'est ça. Donc c'est un rapport d'aire. Donc d'une certaine manière, c'est le rapport de l'aire de l'angle. Donc les aires sont infinies, mais leur rapport est fini. Tandis que quand vous mettez un angle sous un sinus, ce n'est pas l'aire du bec que vous mettez, c'est la mesure de l'angle, qui est quelque chose de différent. Donc en réalité, les grands X et Y de gauche ne sont pas les grands X et Y
de droite. Et par conséquent, l'argument, si vous voulez, la contradiction à laquelle arrive Lamarle est entièrement indépendante de l'emploi ou non des infiniment petits. Elle dépend simplement d'une ambiguïté de notation. Donc en réalité, ce que la formule qui a été prouvée là-bas et qui est vraie, elle, c'est que le rapport des aires des deux triangles est égal au rapport de sinus des mesures des deux angles. Et ça, si vous vous rappelez la formule d'un triangle isocèle, si vous voulez, en fonction de la longueur du côté et de l'angle au-dessus, eh bien vous arrivez à cette formule-là pour n'importe quelle longueur de côté. Et si vous faites tendre la longueur du côté vers l'infini, eh bien la formule reste correcte. Donc il s'agissait d'une formule mal écrite, si vous voulez, et que d'une certaine manière, les infinicols ont réfuté par des arguments qui n'étaient pas nécessaires, puisque la formule était fausse ou ambiguë dès le départ, et en plus, ils l'ont réfuté avec des arguments contradictoires, parce que chez Wesel, on ne pouvait pas simplifier par n, mais chez Noël, là, on simplifie par n étant infini dans les deux cas. Et ça fait dire finalement à Lamarle que si les maîtres eux-mêmes ne parviennent pas à s'entendre sur cette matière ardue, qu'adviendra-t-il des élèves égarés à leur suite dans ces voies mystérieuses où la raison n'est plus pour personne un guide suffisant? Donc, vous voyez que les arguments deviennent quand même de moins en moins mathématiques. Bien. Alors, je ne sais pas si c'est pour défendre son oncle ou c'est pour l'enfoncer plus, mais donc voilà que le neveu de Noël, L. Noël, intervient. Donc c'est un professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire et il deviendra plus tard le directeur de l'internat où il enseignait l'Athénée de Liège. Et lui va être extrêmement prolixe là-dedans. Et alors, il rappelle un certain nombre de faits, et c'est sur ces faits qu'il va être évidemment principalement attaqué. Qu'est-ce que c'est qu'une quantité infiniment petite? Eh bien, c'est une quantité qui est inassignable, vous ne pouvez pas leur donner la valeur, mais elle est réelle. Donc, vous ne pouvez pas en donner la valeur, mais elle existe. C'est comme ça. Et en plus, si elle est comparée à une autre quantité normale, elle, eh bien, elle peut être considérée comme nulle. Donc voilà les deux principes d'utilisation pour L. Noël, pour le neveu, dirais-je, de ces quantités-là. Alors il donne, pour prouver l'existence d'une quantité infiniment petite, il fait le raisonnement suivant qui mérite quand même de passer à la postérité. On part d'une fraction périodique simple, donc par exemple 0,45, 45, 45. J'aurais dû adapter l'exemple et mettre 0, 70, 70, 70, 70, mais je l'aurais dit en belge, 0, 70, 70, 70, et ça aurait été une source de confusion constante. Donc, puisque x vaut 0,45, 45, 45, 100 x, ça vaut 45,45, 45, 45. Vous êtes bien d'accord. Donc c'est 45 plus 0,45, 45, c'est donc 45 plus x. En conséquence, la valeur sous forme de fraction rationnelle de x, c'est 45 sur 99. Résultat parfaitement exact, insiste L. Noël. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, c'est maintenant ou jamais. Bon. Mais, ajoute notre neveu, dans la formule 1 ici, ce 0, 45, 45, 45 là, il est diminué d'une période, puisqu'on a une période, vous voyez, en multipliant par 100 qui est passée devant la virgule. Donc, il a perdu une période. Il a perdu une période, laquelle? La dernière à droite. Et c'est donc une quantité infiniment petite, puisque on l'a assimilé ça à x, alors que les deux x ne sont pas réellement les mêmes. Ouais, on a été vraiment très courageux. Et donc, par conséquent, ces deux x-là ne sont pas les mêmes, mais ils diffèrent d'une quantité infiniment petite, qui est le 0,0 avec 45 tout au bout. Ça va? Et donc, voilà son argument. Non seulement ça existe, puisque je vous la montre, mais en plus, comparé à une quantité finie, elles sont égales. Donc, c'est un raisonnement
un peu rude peut-être, hein, mais qui montre le niveau, si vous voulez, de certains de ces mathématiciens. Inutile de dire que quand Lamarle lit cela, eh bien, Lamarle raisonne quand même d'une manière un peu plus sûre. Donc, lui va repasser tout simplement à des approximations finies, si vous voulez, de cela. Donc, il est écrit que le x de l'exemple précédent, c'est 0,045 avec n périodes plus un reste, plus une erreur, comme ça. Hein, et l'erreur, elle tend évidemment vers 0 avec n. Si on multiplie par 100, ben, le Pn, évidemment, multiplié par 100, il perd un 45, donc il devient un Pn-1, ça va. Et puis l'erreur est multipliée par 100 aussi. Et en faisant des petits calculs très élémentaires, il arrive à montrer que quel que soit n, 99x moins 45 vaut 99bn moins 45 sur 100 à la puissance n. Pour tous les n, ça c'est vrai. Hein. Par conséquent, comme le membre de droite tend vers 0, évidemment, le membre de gauche est égal à 0, et comme le membre de gauche est égal à tous les membres de droite, tous les membres de droite sont égaux à 0. Donc les infiniment petits que prétendait exhiber le neveu Noël sont tous nuls, ce que Lamarle n'avait jamais cessé de prétendre. Donc voilà comment il démolit l'argument de Noël. Quoi. Et donc c'est donc à 0 absolu que le neveu Noël lui-même donne le nom de quantité infiniment petite. Et à l'époque, c'était difficilement défendable d'affirmer autre chose. Bien. Alors, voilà, les infinis cols sont quand même pour le moment en train d'opérer un retrait face aux assauts successifs de Lamarle. Donc, il y a un collègue de Lamarle, Lagrange, qui entre en scène, c'est Manilius, vous voyez. C'est un ingénieur, tout comme Lamarle, et il enseigne, il n'est pas professeur, mais il est chargé des cours de physique mathématique et de mécanique à l'université de Gand. Alors, il a publié un cours populaire de calcul différentiel et intégral et de mécanique qui utilise les infiniment petits, et un essai sur la métaphysique du calcul différentiel. Et à la fin de sa vie, il reviendra sur cet essai pour écrire une métaphysique infinitésimale sans métaphysique et indépendante de la théorie des limites. C'est assez amusant de voir l'évolution des titres parce que, grosso modo, l'article de 1863 n'est qu'un ressuscité de celui de 1850, qui était une métaphysique, et l'autre, c'est sans métaphysique. Mais je suppose que c'était déjà le marketing qui l'opposait. Donc, c'est ce monsieur Manilius. Lui, il est persuadé qu'il sait comment définir une quantité infiniment petite. Il part de l'hypothèse admise par tout le monde, ajoute-t-il, que la longueur de l'espace est infiniment grande. Donc, à 1 mètre, dans cette longueur est contenue une infinité de fois. Donc, l'infiniment grand existe. C'est le rapport. Et si vous divisez maintenant un nombre divisé par soit cette longueur infinie, soit la moitié, soit le tiers, soit le quart, vous allez obtenir tout un tas de nombres infiniment petits qui forment une progression arithmétique dont la raison c'est 1 sur l'infini. Donc dont la raison est infiniment petite. Donc voilà comment il assure, et là c'est sans discussion, que l'infiniment grand et l'infiniment petit existent dans la nature, et il ne changera pas d'avis entre 1850 et son décès. C'est bien que Manilius arrive en scène, parce que Noël a décidé, lui, d'abandonner le combat, parce qu'il commence à transiger sur la définition de longueur infiniment petite. Dit-il, elle est à la fois variable et non assignable, c'est-à-dire toujours inconnue. Donc, on ne peut pas dire que ça éclaire le schéma, mais elle existe. Et tel est l'intervalle qui sépare, alors on revient à Varignon peut-être, qui sépare deux positions immédiatement successives du point générateur d'une ligne. Donc, on voit la question, là, est-ce que c'est un point ou est-ce que c'est un petit segment, hein, vous voyez ?
mais elle existe. Donc vous voyez sur quoi ils fondent leur existence. Et ils n'ont pas le choix. Alors il dit, je ne prétends pas voir plus clair, qu'il dit, dans les mystères de l'infini, mais j'admets ces grandeurs infinitésimales parce que ça rend la géométrie tellement plus simple qu'on aurait vraiment tort de s'en passer. Elles sont peut-être fictives, elles sont peut-être même chimériques, mais ce serait tellement triste de les abandonner en géométrie qu'on ne doit pas le faire. Donc voilà le testament, si vous voulez, du Père Noël ici. Bon. Alors, curieusement, parmi ses alliés, la Marle, eh bien, qui lutte, qui a lutté, vous l'avez vu, contre le Père Noël, eh bien, il a un monsieur nommé Pâques. Donc nous avons en Belgique ce combat, si vous voulez, qui conduirait à un schisme dans le catholicisme entre Pâques et Noël. Donc c'est Alphonse Jean-Nicolas Pâques, c'est un professeur aux Athénées de Namur et Liège. Il a été même membre de certaines académies, vous voyez, il a écrit quelques ouvrages. Et il y a un certain monsieur Annaut, dont je ne connais pas grand-chose, et un autre, un monsieur Marchand, tous deux professeurs à Bruxelles. Alors ils entrent dans le combat, eux, d'une manière très, je crois, très modérée, en disant, mais enfin, expliquez-nous un peu ce que c'est un infiniment petit. Donnez-nous une définition claire d'un infiniment grand et ou d'un infiniment petit, de manière à ce qu'on puisse continuer la discussion sur des bases rationnelles. Alors, bon, les demandes vont rester sans réponse, et par conséquent, un abonné anonyme va en déduire que les infinicols ont gagné, puisque finalement, le combat s'est terminé et le dernier article était celui de Manilius, donc on n'a pas su lui répondre, et par conséquent, mais les infinifuges ont abandonné faute de matériaux. Et mais évidemment, une semaine après, un abonné dit, ben, voilà un argument péremptoire qui dénote un esprit habitué depuis longtemps à la dialectique sévère, à la rigoureuse logique de l'école nouvelle. Bon, c'est de l'ironie. Et Manilius, alors, se vantera d'avoir gagné la bataille. Faute de combattants, pourrait-on dire. Mes contradicteurs, que j'ai eu l'honneur, après une longue discussion sur l'emploi de l'infini dans les mathématiques, de réduire à Quillan en 1853, où l'on peut voir à telle page ma conclusion qui est restée sans réplique. Mais il répétait la même chose depuis des mois. Les autres se sont dit c'est inutile de lui poser encore la question. Donc le combat fini. Donc voilà. Alors vous voyez que ils se sont bien dépensés, le nombre de notes est 150 pages. Alors, pour terminer, ce qui est amusant, c'est que l'année suivante, il y a un duel qui recommence. C'est un duel, cette fois-ci, ce n'est plus une bataille. Et ce sont deux infinicols qui vont commencer à se disputer. C'est le Père Noël et Manilius. Et ils vont se discuter, justement, sur l'affirmation de Noël, qui dit que toute ligne courbe est une ligne brisée d'une infinité de côtés infiniment petits. Alors là, justement, c'est la difficulté pour cela d'interpréter la notion de courbure, quand on passe à la limite, évidemment, parce que si vous êtes sur la partie rectiligne, il n'y a pas de courbure, mais alors à un moment donné, vous savez, et donc là, il commence à avoir des arguments, il se dispute, parce que Manilius prétend, il confond l'élément rectiligne de l'arc et l'arc infiniment petit. Bon, donc c'est une question maintenant d'infiniment petit du second ordre qui joue. Donc ils se disputent là-dessus pendant quelques semaines. Voilà. Et puis là aussi le combat finit. Parce que Noël décide finalement de ne plus répondre à Manilius non plus. Donc en fin de compte, les infinicols se divisent, se battent entre eux. Et il y a une période d'incertitude en Belgique jusque vers 1870 à peu près, où là, finalement, la méthode des limites, au sens de Cauchy cette fois-ci, et même de Weierstrass, a quand même gagné la Belgique, spécialement grâce à Paul Mention, qui est lui un mathématicien plus solide, et il essaye de
calmé le problème en géométrie en disant ben, ce qu'il faut utiliser en géométrie, ce n'est pas l'exhaustion, ce n'est pas les infinitésimaux, mais c'est la méthode de passage à la limite. Et ça a répondu en fait à une question que je me posais de faire cette conférence, que je me posais depuis que j'étais élève dans l'enseignement secondaire, où j'utilisais l'ouvrage à l'époque le plus populaire de géométrie euclidienne pour les écoles belges. Et j'avais été étonné que le premier chapitre du premier volume de géométrie, c'était la méthode des limites, qui me semblait quelque chose d'assez étranger au triangle rectangle et au triangle semblable et tout ça, mais qui n'était utilisé évidemment qu'au moment où on calculait des aires. Et donc, il impose l'emploi de la méthode des limites. Et en particulier, j'ai étudié la géométrie dans le dallé de Waal, comme on disait en Belgique, qui remplaçait définitivement le gendre. Et ce livre, le premier tome, commence par 8 pages intitulées « Théorie des limites », où ils disent que c'est grâce à l'influence de Mention qu'ils ont repris cette méthode, peut établir d'une manière élémentaire mais irréprochable la question de la mesure des angles et des aires, la longueur, la circonférence, etc. Donc grâce à ça, j'ai pu comprendre la géométrie mieux que cela. Alors en conclusion, la querelle belge rappelle cette fameuse querelle qui a eu lieu 150 ans plus tôt, mais quand je dis qu'elle le rappelle, c'est que les arguments en Belgique sont plutôt moins intelligents, et sûrement pas plus, que ceux qui étaient développés par Rolle quand il se battait contre l'hôpital et Varignon. C'est vraiment le même type de mauvaise foi, d'erreurs successives, de mauvaise utilisation de chacune des méthodes qu'à l'époque. Donc nous étions certainement 150 ans en retard à ce moment-là par rapport à la France. Alors, l'excuse de la Belgique, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de calcul différentiel et intégral en Belgique avant le début du XIXe siècle. Alors, les professeurs d'analyse qui existaient à l'époque dans les universités belges sont restés en dehors de cette querelle complètement. En réalité, si vous lisez leurs cours à l'époque, eh bien, c'était plutôt l'analyse au sens de Lagrange, développement en série, et c'est la dérivée, c'est le coefficient du terme en x-a qui est la dérivée au point A. Donc voilà. Et Lamarle, vous voyez, lui-même était un petit peu en deçà de Lagrange même, puisqu'il soutenait un point de vue proche de celui de Newton. Inutile de dire qu'il n'y avait pas de théorie des irrationnels à l'époque, donc on pouvait considérer des quantités d'une manière un peu plus sauvage qu'aujourd'hui. Et ce qui n'est pas clair pour moi, c'est vraiment qui a introduit cette école nouvelle en Belgique. Je n'ai pas trouvé de documents à ce sujet-là, mais j'ai un suspect, et un suspect qui risque certainement de pouvoir être mis en examen, c'est le Père Noël, bien entendu. Le Père Noël, parce que toute sa vie, il a été proche de l'enseignement secondaire, très impliqué et un partisan défini des infiniment petits. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc la bibliographie n'est pas longue. Il y a cet article de Boxtal, 19th Century Discussions in Belgium on the Foundation of the Calculus. Mais... Hein? C'est dans 10 ans. C'est Dans 10 ans. 2029. La première référence. Tu as mis tome 190, 2029, page 27. Oh, 2029, oui. 80e anniversaire. Excusez-moi là. Je prends mes rêves pour des réalités. C'est 2019. Et donc ça, c'est le premier article, c'est essentiellement une biographie de Noël. Et puis alors les autres sont des éloges, et puis l'article de Boxtal, mais qui ne touche pas assez, je trouve, au côté géométrique
du problème. Mais enfin, qui a été un point de départ intéressant. Et mention dans cet autre article-là fait déjà allusion à la querelle des infinicols et des infinifuges. Voilà, merci. Merci Jean. Alors, je donne la parole à la discussion. C'est juste une question de curiosité. Je me demandais si dans cette discussion, il y avait aussi des débats qui s'organisaient sur la taille des infiniment grands, qui apparaît en fait comme qui apparaissent ici et là, en particulier sur le dénombrable. Non, mais on est encore loin justement de cette distinction au niveau des ensembles infinis, en savoir ceux qui sont dénombrables et pas dénombrables. Ça ne va arriver qu'avec Cantor. Mais aussi de nombres infinis. Ah oui, mais c'est bon, c'est eux qui parlent de nombres infinis. Et justement, une des grandes ambiguïtés, c'est déjà à l'époque de ne pas bien distinguer quand on parle d'un ensemble infini, mais on ne parle pas d'ensemble non plus encore à ce moment-là, mais de ce que nous appellerions un ensemble infini, qui évidemment est courant en mathématiques depuis très très longtemps, des ensembles infinis. Sinon, il n'y aurait presque pas de mathématiques sans ensemble infini. Les mathématiques finitaires peuvent être extrêmement intéressantes, mais sont extrêmement limitées. Et de nombres infinis. C'est là qu'il y a déjà... l'existence de l'un n'implique pas l'existence de l'autre, puisque même au moment où il faut se rappeler dans l'histoire des infinitésimaux, qu'au moment où Cantor va faire sa théorie des nombres infinis, justement, Aleph, etc., lui-même et d'autres en déduiront la non-existence des infiniment petits. Et il faudra leur attendre l'analyse non standard pour redonner un sens à la notion d'infiniment petit. Mais la théorie des ensembles infinis de Cantor aura pour conséquence une première mort des infinitésimaux, une mort presque avant d'être née, puisque on montrera à ce moment-là qu'ils ne peuvent pas exister, avec des arguments qui ne sont pas tous convaincants. Ils ne sont pas tous convaincants, mais enfin, c'était curieusement alors qu'on aurait pu croire le contraire, puisque si vous prenez l'argument de ces gens-ci ici, de certains d'entre eux, c'est puisqu'il y a un nombre infiniment grand, il y a un nombre infiniment petit, il n'y a qu'à diviser 1 par l'infiniment grand, mais c'est cet argument-là, d'une certaine manière, qui sera prouvé, qui sera utilisé comme contre-argument à ça. Non. Mais il est certain que chez Lamarle, par exemple, cette confusion entre... Il ne pouvait pas conclure avec l'angle, parce que la définition donnée de l'angle n'avait finalement rien d'infinitésimal, était complètement indépendante de la notion d'analyse infinitésimale. Donc, s'il voulait contredire l'analyse infinitésimale avec un exemple qui n'a rien à voir, il partait dans de lourdes difficultés, mais il s'est laissé emporter par sa haine. Je suis tombé sur Lamarle, oui. Parce qu'il avait aussi un querelle avec Cauchy. Oui. Sur la continuité. Oui. C'est celui-là, donc dans le journal de Liouville. C'est le même style que... Oui. Et l'autre chose est que toute cette querelle me rappelle une querelle aujourd'hui parmi les historiens sur l'existence au moins, si vous voulez, l'utilisation au moins des infiniment petits chez Cauchy, avant Cauchy, c'est-à-dire est-ce qu'il y a Cauchy encore la limite ou bien il y a l'infiniment petit, un certain nombre de gens. Il y a une école en Israël, la Katz. Qui écrit tout le temps des articles là-dessus. Donc c'est plus ou moins... Mais oui, c'est oui. Et les arguments ne sont pas tellement différents. Donc, est-ce que c'est un résultat de l'histoire? Oui. C'est un résultat. Madame? Une question au sujet de Lamarle à l'école polytechnique. Oui. Est-ce qu'on sait s'il a suivi le cours de Poisson, qui, si mes souvenirs sont exacts, enseignait la mécanique? Poisson enseignait la mécanique. On ne sait pas. En tout cas, s'il a suivi, comme il était contre les infiniment petits,
il n'aura pas été un bon élève de Poisson, évidemment, puisque Poisson était pour les infiniment petits, et les infiniment petits fixes, quoi. Hein. Donc Poisson était... Et d'ailleurs, les infinis Coll, ceux en faveur, invoquent souvent l'autorité de Poisson. Ils disent ah oui. Et c'est ça que Lamarle, ça l'énerve. Il dit on ne doit pas invoquer une autorité. Ce n'est pas parce que quelques mathématiciens ont admis l'existence des infiniment petits qu'on doit prendre ça pour un argument, qu'il dit. Donc il a été à la fois, s'il a été élève de Poisson, et c'est bien possible, vous pourrez vérifier, il a été un mauvais élève de... Parce que, bon, je ne crois pas quand même qu'Ampère enseignait les infiniment petits dans son cours d'analyse. Je pense que c'était peut-être du Cauchy modéré. Je sais pas, ça, on n'a pas vraiment de texte, je crois. Et ça dépend aussi des années, hein, oui. Mais Poisson, lui, ça c'était un... Il y a un texte. Il y a un texte. Une partie d'un texte. Une partie, ah, voilà. De cours, oui. Du cours, oui. Mais il y a par ailleurs les leçons. Mais il était examinateur aussi, Poisson, peut-être à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'il faisait les cours. Il était examinateur et à ce moment-là, il ne faisait pas les cours. Il ne pouvait pas être les deux à la fois. Très impliqué dans l'enseignement, mais en France. Je ne sais pas si... C'est ça. Et ce qui a énervé Lamarle en France, après, c'est quand, dans le programme d'admission à l'école polytechnique, je ne sais plus quelle année, mais je peux vous le dire, c'est 1848 ou non, il a été dit, parmi les choses qu'on doit connaître, c'est que la circonférence est un polygone à une infinité de côtés. Donc c'est écrit comme ça. Alors ça, Lamarle a dit, même les Français, hein, il est trahi par son propre pays. Et puis alors, mais quelques années après, l'école polytechnique a changé et a dit on admettra que la circonférence est la limite de polygones dont le nombre de côtés augmente indéfiniment. Donc la phrase a pris un ton politique différent et on admettra, donc on ne le prouvera pas. Peut-être que Poisson, oui. Hélène. Oui, moi je vais être peut-être un petit peu provocatrice. Oui. Parce que vous avez commencé en disant une querelle insignifiante au sens de l'histoire des mathématiques. Manifestement, c'est une querelle qui est très signifiante par rapport à la pratique des mathématiques de toute une population à ce moment-là. C'est vrai, oui. Et d'autre part, quand vous avez mis votre portrait, vous vous êtes moqué de ce pauvre Noël en disant que vous aviez un résultat à son portrait. Bon. Mais par contre, ce que je pense comme probablement un résultat, probablement très signifiant de ce que peut être aussi l'histoire des mathématiques aujourd'hui, c'est sa carrière, c'est le fait que ce personnage, on en parle ici, avec ce type de carrière, que lui tout seul déjà, c'est intéressant, cet autodidacte, son chemin, son poste de professeur d'université, ses écrits, et que quand un monsieur comme ça, on le met, comme certains ici, Laurent Rollet et d'autres, avec toute une série d'autres, et qu'on fait de la prosopographie à partir de tous ces acteurs de seconde zone, ça produit des résultats en mathématiques. Oui. Donc c'était pour revaloriser un peu, aux yeux de la réflexion d'aujourd'hui, votre querelle et votre héros. Merci. Et oui, vis-à-vis du portrait... Parce que vous avez traité ça un peu légèrement. Bon, je vais vous raconter une histoire. Oui, mais ça... Non, c'est plus ça c'est le style de Jean Marouin. Mais quand même. Mais d'un autre côté, pour ma défense, je vous ferai remarquer, donc, je suis quand même peut-être le premier à écrire une biographie de ce Noël. Et je peux vous dire, la petite histoire, cette fois-ci, que son arrière petit-fils, là, m'a dit, bon, nous sommes des amis, il m'a dit, bon, je trouve quand même que tu as été fort élogieux pour mon aïeul. Donc il était plutôt, il est mathématicien, il est professeur d'analyse aussi. Donc il trouvait que, parce qu'il n'avait jamais eu, lui, une grande, je crois, idée de son aïeul, ben, en considération, il l'a trouvé. Donc j'ai beaucoup d'admiration et d'affection, même peut-être, pour le portrait de Noël. Bon, c'est parce qu'on parlait de résultats nouveaux, je me suis dit, ben, s'il y a quelque chose qu'on peut retirer de nouveau, il y a peut-être autre chose, mais s'il y a quelque chose, il y a au moins le portrait, puisqu'il était simplement
simplement pendu dans la maison d'un particulier. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait trouver dans un musée, dans un livre. Non, ça. Donc, et je lui ai demandé la permission de le publier. Hein. Et c'est lui qui m'a envoyé la photo d'ailleurs, bien gentiment. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas... chez nous, on dit toujours on ne se moque que des gens qu'on aime. Indépendamment de savoir si on l'aime ou pas, qu'on parle de cette personne. Oui. Ici, oui. Je pense que c'est aussi une illustration je ne sais pas si on aurait parlé de cette personne avec Pierre Dugac quand Dugac dirigeait le séminaire. C'était pas le même type d'histoire des mathématiques. Non. Mais tant mieux, j'avais peur d'être en porte-à-faux, mais je suis content que en tout cas, pour moi, vous ne l'êtes pas. Non, c'est bien, non, mais voilà. Je crois que c'est pour ça que je dis aussi que faire une étude comparative avec ce qui s'est peut-être passé au même moment dans d'autres pays pourrait être intéressant. Parce que aussi l'histoire de l'enseignement, je dirais élémentaire ou secondaire, elle reste à faire dans beaucoup de cas, je crois. Elle reste à faire. Hein. Ce n'est pas aussi peut-être glorieux que d'autres, mais voilà. Merci beaucoup, la provocation.